Je m'appelle Denis Germain. J'ai rejoint Deezer il y a 2 ans à peu près en tant que senior Site Reliability Engineer, SRE ou SRE si vous voulez vous la péter. Euh, J'écris un blog tech depuis une douzaine d'années en fait, et la raison pour laquelle je vous mets le lien, c'est parce qu'en fait les slides du talk et de tous mes autres talks d'ailleurs sont dans l'onglet conférences. Et en fait, j'ai tendance à mettre énormément de liens vers toutes les ressources que j'ai pu trouver. Donc si vous voulez creuser un sujet en particulier, il y a de fortes chances que dans les slides, il y ait des liens, ou même à la fin, toute la biblio. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez creuser. Après, on pourra aussi en parler, on aura tout le temps de poser des questions. Du coup, le talk d'aujourd'hui, SRE partout. Pourquoi ce talk? Alors, en fait, la première raison, il y en a plusieurs. La première raison, c'est que il y a un peu plus de 2 ans, quand j'ai postulé pour l'offre de Site Reliability Engineer chez Deezer, je voyais à peu près ce que ça voulait dire SRE, mais c'était pas encore hyper répandu en France. Et du coup, je me suis documenté parce que je voulais à peu près savoir de quoi il s'agissait avant de postuler. La deuxième raison, c'est parce que maintenant je sais ce que ça veut dire, Site Reliability Engineer. Et par contre, ce que je remarque, c'est que les gens ont tendance, un petit peu comme la mode qu'on a eue et qu'on subit encore un petit peu du DevOps Engineer, les gens ont tendance à mettre ça parce que le terme est sexy, c'est à la mode, et en fait ça peut vouloir tout et rien dire. Et, si vous prenez des offres, 3 offres de DevOps Engineer aujourd'hui, d'emploi, il y en a une, ça va être 90% de dev avec 10% de gérer l'infra. Une autre, ça va être au contraire un job d'infra avec un petit peu de pipeline Jenkins à écrire. Et un troisième, ça va être quelqu'un qui va faire que de la CI/CD. Et ça m'ennuie un petit peu parce que contrairement à DevOps Engineer qui a pas forcément de vraie définition, en fait SRE il y a une vraie définition puisque on en parlera plus tard, mais il y a quelqu'un qui a théorisé ce qu'est un SRE, c'est très bien documenté. Et je voudrais pas qu'on tombe dans les travers un petit peu de l'ingénieur Java Full Stack DevOps que nous promeut le blog du modérateur, qui est un bingo buzzword pour rester poli. Il manque que blockchain ou Web3 et on aurait la kin. Et pour illustrer mon propos, donc ce que je voudrais que vous gardiez en tête, c'est cette petite image humoristique qui est un détournement des Simpsons fait par un compte qui s'appelle Simpson Against DevOps, qui est souvent assez drôle. Donc c'est un petit personnage qui dit que son jeu dans la vie, c'est d'essayer de casser le plus de fois la prod en une journée et le lendemain de voir s'il arrive à battre ce record. Et au-delà de l'aspect amusant et drôle de l'image, je vais essayer de vous convaincre sur le fait qu'en fait, c'est pas si faux, et ça représente en tout cas beaucoup plus mon métier que le full stack engineer Web3 blockchain. Alors quand je fais un talk, j'aime beaucoup essayer de regarder un peu dans le rétro. Quand on parle d'une chose nouvelle, c'est bien de se poser les questions de qu'est-ce qu'il y avait avant. Et donc du coup, je vais vous demander de un petit peu de patience avant qu'on parle de SRE, pour revenir un petit peu à avant. Alors quand je dis avant, malheureusement c'est peut-être encore comme ça chez vous. Je vous le souhaite pas forcément, mais donc moi quand j'ai commencé à travailler il y a une douzaine d'années, j'ai commencé à travailler dans des contextes où en fait les équipes de développement et les équipes opérationnelles étaient spécialisées. Donc on avait d'un côté les équipes produits, donc qui développent le produit, et de l'autre côté les équipes d'opérationnels qui ont la charge de maintenir en conditions opérationnelles les infrastructures et les services qui sont hébergés dessus. Donc ça c'est une structure très classique, hein. Ça peut encore exister chez vous aujourd'hui, hein, ce que je disais. C'est pas forcément le plus efficace. Pourquoi? Le problème principal de cette façon de fonctionner, c'est que indépendamment les équipes, donc comme elles sont spécialisées, sont très efficaces dans leur travail. Le problème, c'est que elles sont dans la même organisation, mais elles ont des objectifs contradictoires. Et dans une organisation, quand des groupes de personnes ont des objectifs contradictoires, ça se passe pas forcément très bien. Dave, le dev, lui, on lui demande
de développer le logiciel, d'ajouter des nouvelles fonctionnalités, puisque c'est ça qui rapporte de l'argent. Et donc du coup, même s'il n'est pas payé à la tâche, son but dans la vie, c'est de shipper le plus de user stories et le plus de versions de code possible. Et le problème, c'est que son copain Roy Lopes, ils sont très copains dans la vraie vie, mais dans le travail, tout les oppose. Son travail, lui, c'est de rendre la plateforme stable et d'expérience. Il sait qu'une plateforme, pour être stable, elle a besoin de subir peu de changements, puisque les changements ont statistiquement plus tendance à provoquer des incidents que l'absence de changement. Donc du coup, nécessairement, il y en a un qui veut empêcher l'autre de pousser trop souvent en production, et l'autre qui veut pousser le plus possible. Donc du coup, là, on a un problème. Ce petit schéma que je vous montre là, en fait, ça a été théorisé par quelqu'un que j'ai spoilé juste après, et on a appelé ça le mur de la confusion. Et c'est une des raisons de la création du courant de pensée DevOps. Donc, qui a été théorisé dans les années autour de 2008 par un Belge qui s'appelle Patrick Debois. Et ce Patrick Debois, qu'est-ce qu'il prône? Il prône donc ce qu'il appelle le DevOps. Et le DevOps, qu'est-ce que c'est? C'est casser les silos entre les devs et les ops. C'est responsabiliser d'un côté les développeurs. Il faut qu'ils soient responsables de ce qu'ils envoient en production. Et de l'autre côté, c'est demander aux ops de donner la capacité aux développeurs d'être plus autonomes et de les outiller. Grosso modo, qu'est-ce qu'on prône? On va prôner l'amélioration continue et les cycles courts. Donc du coup, le but du jeu, ça va être de livrer des petites fonctionnalités plutôt que des gros changements, et très souvent. Et pour ce faire, il n'y a pas de 50 solutions, c'est faut qu'on déploie régulièrement, et pour déployer régulièrement, on a besoin que ce soit automatisé. Et pour pas que ça pète à chaque fois, il faut que tout soit testé. Donc du coup, voilà, on va faire un gros focus sur tout ce qui est test, automatisation, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de postes de DevOps Engineer où en fait le travail va considérer à mettre en place de l'outillage pour automatiser la chaîne de déploiement. Ça va être aussi de la surveillance de l'exploitation, surveillance de la qualité, hein, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur les tests, etc. Donc ce petit symbole de l'infini, vous l'avez sûrement déjà vu. Donc ça c'est le visuel le plus connu pour parler de DevOps. Alors DevOps, c'est quelque chose de très sérieux. D'ailleurs déjà parce que on en parle tout le temps, depuis très longtemps. C'est quand même la preuve que c'est pas complètement une mode, qu'il y a quand même quelque chose derrière. Et c'est tellement sérieux que il y a des gens sérieux qui s'y inquiètent. Qui s'en inquiètent. Google, depuis 2014, a créé un groupe de recherche, donc avec des vrais chercheurs, qui collectent des données sur des entreprises. Donc ça s'appelle le DORA, le DevOps Research and Assessment. Et en fait, ça fait donc depuis 2014, donc 7 ans, 8 ans maintenant du coup, que ce groupe de chercheurs interroge régulièrement. Donc maintenant, il y a 32 000 professionnels qui répondent à l'enquête de manière régulière. Et dans cette enquête, on leur pose plein de questions sur la façon dont ils travaillent, et en fait, en détectant les meilleurs performers, on essaye, donc ceux qui livrent le plus vite, ceux qui livrent mieux, ceux qui font le plus de DevOps entre guillemets, on essaye de déterminer quelles sont leurs pratiques. Quel est le dénominateur commun entre tous les gens qui livrent vite et qui réussissent, pour en déterminer quelles sont les bonnes pratiques, et donc vous aussi, si vous appliquez ces bonnes pratiques, vous avez plus de chances de réussir. Alors ça donne cette espèce de gigantesque graphe orienté, je crois qu'il y a 17 items sur le site du Dora, chacun avec des sous-items bien sûr, hein, c'est assez riche. Moi j'en retire 2 sujets majeurs, un dont on a déjà parlé, qui est l'outillage, et un second, qui est la culture d'entreprise. Et donc sur l'outillage, donc ce que eux appellent la software delivery performance, ils en tirent 4 métriques qui synthétisent un petit peu le fait que vous soyez ou non des good performers en tant que software delivery performance. Il y a le lead time for change, le mean time to restore, le change fail percentage et le deployment frequency.
Grosso modo, combien de temps on met entre le moment où développer une feature et le moment où elle arrive en prod, combien de temps on met pour restaurer si jamais il y a un incident, quel pourcentage de changement implique un incident, et à quelle fréquence on déploie. Et ils en ont rajouté un cinquième, puisque tout le monde parlait des 4 key metrics, donc maintenant il y en a 5, du coup, voilà, faut tout changer, faut mettre à jour les slides. Et donc du coup, si jamais vous voulez voir un petit peu si vous êtes high performer ou elite ou low performer, vous pouvez faire un quick check sur le site d'Udora et voir à peu près où vous vous situez par rapport au marché, sachant que ça évolue tous les ans puisque on tend vers de l'amélioration continue et donc on fait mieux chaque année. Le point qui est le plus souvent oublié, et je vais beaucoup insister là-dessus à de multiples reprises en fait, c'est la culture d'entreprise en fait. Ce que met en avant Google avec l'Eudora, c'est que les entreprises qui performent sont celles qui véhiculent d'abord, dans un premier lieu, une culture de l'information. Donc la culture de l'information, c'est les gens peuvent s'exprimer librement, les informations descendent bien du COMEX jusqu'au contributeur individuel, et inversement, du contributeur individuel, les bonnes idées peuvent remonter jusqu'au COMEX ou les cris d'alarme. Une culture de l'apprentissage. Donc typiquement, c'est une culture où on va essayer d'éviter de mettre des experts dans une tour d'ivoire, donc des centres d'excellence, qui vont diffuser les bonnes pratiques dans l'entreprise. Et ces gens-là, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ce qu'on va plutôt promouvoir, et c'est ce qu'on fait nous chez Deezer, c'est des communautés de pratiques. Donc en gros, sur un thème donné, donc, par exemple iOS ou Android ou les développeurs back-end, ils vont tous se regrouper toutes les 2 semaines pour parler des sujets en cours de back-end ou d'Android ou peu importe. Moi j'ai monté la COP SRE, donc on parle de toutes les problématiques SRE de près ou de loin. Et c'est un échange, c'est pas un échange de bas en haut, c'est un échange vraiment horizontal où tout le monde a son mot à dire, tout le monde est le bienvenu et où on peut échanger de manière libre et essayer de trouver, de profiter des découvertes des uns et des autres, des échecs. Et c'est comme ça qu'on diffuse le mieux la connaissance, a priori. En tout cas, moi je trouve que ça marche très bien. Et les chiffres semblent le confirmer. Et la dernière composante très importante dans les entreprises qui performent, c'est la culture de la confiance. Donc les employés, pour être performants, ont besoin de se sentir sécurisés psychologiquement. Donc c'est-à-dire que si jamais ils font une erreur, on va pas les blâmer ou les mettre au cachot. On va essayer de comprendre que le problème est systémique et que si jamais ils ont fait une erreur humaine, sauf à ce que ce soit malveillant, et même encore dans ce cas-là, c'est le système qui les a permis d'être malveillants. Et on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils du coup ils soient dans une bonne dynamique pour être le plus efficace possible, le plus créatif possible, etc. Donc ça c'est DevOps et le mur de la confusion. Donc ça c'est des principes qui sont intéressants et qui vont nous permettre en fait de mettre ça en miroir du SRE. Qui a inventé le SRE? Donc je l'ai déjà dit dans la slide d'avant. En fait, le SRE, donc ça a été inventé par Ben Trainersloss, qui était VP Engineering chez Google dans les années 2000. Et quand je dis dans les années 2000, c'est 2003, puisque la première équipe de SRE chez Google a été créée en 2003, donc bien avant DevOps. Et je sais pas pourquoi, là, il y a une petite photo qui s'affiche pas, mais c'est pas très grave. Donc ce Ben Trainersloss, qu'est-ce qu'il dit dans le SRE Book, qui explicite exactement qu'est-ce que c'est qu'un SRE, c'est que le SRE, c'est ce qui arrive quand vous prenez un software engineer, donc en l'occurrence Ben Trainersloss ne venait pas du monde de l'infra, et qu'on lui demande de designer une équipe de gens qui vont gérer de l'infra. Donc du coup, pour en revenir à mon cas personnel, il y a 2 ans, quand je postule chez Deezer, je me dis bon, très bien, je lis le SRE Book, qu'est-ce que c'est qu'un SRE? Donc chez Google, sachez que les SRE, c'est dans 60% des cas des gens qui sont éligibles en tant que software engineer chez Google, donc des gens qui sont de très 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 bons développeurs donc. Et dans les 40% des cas, c'est des gens qui sont quasiment suffisamment capés en termes de développement pour être pris chez Google, mais qui, en plus de ça, ont une panoplie de connaissances qui sont rares chez les développeurs et qui leur permettent de tirer leur épingle du jeu. Donc ça va être des gens qui connaissent sur le bout des doigts le kernel Linux,
ou une stack, la stack réseau par exemple, ou des choses comme ça, et qui font que, du coup, voilà. Alors moi, ça m'a un peu inquiété nécessairement, hein, puisque j'écris j'écris quelques centaines ou quelques milliers de lignes de Python ces dernières années. Ça va pas bien loin, c'est du petit tooling, des petits softs. Je me sens pas du tout software engineer. Heureusement, je vous rassure, pas besoin d'être un software engineer pour être un SRE. Et on va prendre le temps de bien expliquer tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un SRE? Donc, Google, dans son livre du SRE Book, il y en a même un deuxième, ils mettent en avant une série de principes, les principes du SRE, qui décrit grosso modo les missions du SRE, comment il doit fonctionner, etc. Le premier principe que Google explicite, c'est le TOIL. Alors, je cite Ben Trainersloss, là, je suis pas du tout d'accord avec lui, mais c'est exactement comme ça qu'il le présente. C'est que pourquoi il a préféré choisir des software engineers plutôt que des gens qui faisaient de l'infra de métier pour faire un métier d'infra, c'est que lui considère que contrairement aux ops, un développeur déteste faire des tâches répétitives. Donc là, je suis absolument vent debout contre contre cette affirmation, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que lui vise, c'est une équipe de gens qui sont totalement contre, et même, je dirais, allergiques au travail manuel, au travail répétitif, au travail qui serait automatisable, qui n'a pas de valeur ajoutée, et surtout, et ça c'est un point très intéressant, qui augmente linéairement avec la capacité. Et du coup, donc ça c'est le TOIL, du coup, hein, vous l'aurez deviné. Le TOIL, c'est un mélange, pas forcément toutes les cases, mais un mélange de tous ces adjectifs et qualificatifs que j'ai utilisés. Et donc tout ce qui est travail répétitif et manuel ou qui augmente linéairement avec la capacité, eh ben ça va être l'ennemi numéro un de notre SRE. Pourquoi Parce que comme c'est sans valeur ajoutée, ça réduit le moral des équipes. Il n'y a pas besoin de réfléchir, on le fait en mode on ferme les écoutilles, on arrête de penser, on le fait. C'est pas scalable parce que ça augmente linéairement avec la capacité. Donc du coup, si jamais vous avez besoin de 10 ingénieurs pour faire tourner 1000 serveurs, si vous avez 2 fois plus de trafic et qu'il vous en faut aussi 2 fois plus, vous allez avoir besoin de recruter 2 fois plus. Et donc bref, c'est un cercle vicieux, ça va pas du tout. Donc du coup, le but du SRE, ça va être de maintenir, plus que de le réduire, ça va être de maintenir le toil sous un certain niveau qu'on décide comme acceptable. Et acceptable, parce que de toute façon, du toil, il y en aura toujours, quoi qu'on fasse. Donc du coup, on va viser à automatiser les tâches répétitives. Donc ça va être les tâches qu'on fait régulièrement, qui nous prennent du temps, on va les automatiser en premier. Il y a certaines tâches qu'on pourra pas facilement automatiser et il va falloir que vous développiez du tooling interne, des petits bouts de code qui vont permettre de faire des tâches d'administration dans un back-office par exemple et qui vont vous permettre de gagner du temps. On n'y pense pas assez souvent et pourtant j'aime bien insister là-dessus. Documenter, ça permet de réduire le toil. Pourquoi En fait, si jamais pour une raison ou pour une autre, vous avez une tâche que vous faites souvent et qu'elle n'est pas bien documentée, chaque fois que vous y revenez, vous allez plus trop vous souvenir comment faire, vous allez perdre du temps. Alors que si la tâche est correctement documentée, même si vous avez un nouveau venu ou que c'est une tâche que vos collègues font souvent mais pas vous, vous avez juste à dérouler la doc, ça vous explique comment faire et vous gagnez du temps. Donc du coup, comme vous passez moins de temps sur la tâche, vous avez réduit le toil. C'est encore plus vrai pour l'astreinte, puisque l'astreinte, effectivement, c'est là aussi du toil. Quand vous avez les yeux collés à 4 heures du matin, quand bien même vous connaissez par cœur une procédure pour résoudre un incident, si c'est pas bien documenté, vous n'êtes pas forcément hyper lucide et vous allez perdre du temps. Donc tout ça, c'est des choses qui sont super importantes. Le toil, il faut faire attention, il faut le mesurer et il faut chercher à le réduire, en commençant par ce qui coûte le plus cher, bien sûr. Et bien entendu, après les incidents, donc qui sont du toil, faut régler les problèmes de fiabilité, puisque nécessairement, si vous les réglez pas, vous allez re-avoir les incidents, et si vous avez encore les incidents, c'est encore plus de toil. Le deuxième pilier de notre SRE, ça va être l'observabilité. Donc, pourquoi on veut avoir de l'observabilité Souvent, vous allez être amené en tant que SRE
à travailler dans des systèmes qui sont distribués et qui par nature sont des systèmes qui sont complexes. Vous allez avoir, comme il y a énormément de composants, surtout si vous êtes dans une architecture microservice, potentiellement vous avez des milliers de conteneurs qui communiquent tous, parfois avec des services mesh, des load balancers, et des serveurs de base de données, bref, il y a tout un tas de composants et ça va être vraiment extrêmement difficile d'avoir une vue d'ensemble sur la santé de votre SI. Et donc du coup, il va nous falloir trouver une manière d'avoir une ou plusieurs manières d'avoir une vision de est-ce que ça fonctionne ou pas. Donc ce qu'on va faire dans la plus pure tradition DevOps, c'est que en fait les services, on va les instrumenter. On va les instrumenter au fur et à mesure. Donc si au début on n'a rien, c'est pas grave, on n'essaye pas d'instrumenter à fond, à pleine balle dès le début. On essaye de chercher ce qui va nous rapporter le plus de valeur le plus vite, et après, en fonction de ce qui manque, on va rajouter. On peut s'inspirer des 4 Golden Signals. Si vous êtes développeur, vous savez sûrement beaucoup mieux de quoi il s'agit que moi. Ça va être des indicateurs sur la latence, le trafic, les erreurs et la saturation. Ça marche toujours très très bien pour avoir une bonne vision de chaque application. Ce qui va être utile aussi, c'est qu'au-delà des tests white box, on va aussi vouloir faire des tests en black box. On va faire des tests internes, des tests externes. Les deux types de tests, black box et white box, vont nous permettre de faire deux choses. White box, ça va nous permettre de comprendre pourquoi il y a des incidents quand ils arrivent. Et black box, ça va nous permettre de savoir quand il y a des incidents. Black box, on va être beaucoup plus proche de l'expérience utilisateur, puisqu'on va souvent faire des tests externes qui vont vérifier si une fonctionnalité fonctionne, alors que white box, ça va nous permettre de beaucoup plus facilement deep dive en cas de souci. Et donc j'en parlais, il faut pas tout instrumenter. Commencez petit, si jamais vous partez d'une feuille blanche, et essayez de rajouter au fur et à mesure en fonction de ce qui vous manque. Dans la tradition DevOps, je réitère, amélioration continue. Le troisième principe du SRE est que c'est probablement celui que j'ai eu le plus de mal à accepter, même s'il y en a un autre, qu'on verra plus tard, qui est quand même un gros morceau. C'est qu'il faut accepter que les pannes dans le cycle de vie d'une infrastructure ou d'une application, c'est quelque chose de normal. Ben Trainersloss, lui, ce qu'il dit, c'est que il le dit d'une autre manière, mais c'est dire la même chose d'une autre façon. C'est que si vous visez un objectif de fiabilité de 100%, c'est une mauvaise cible, quel que soit, ou disons pour 99,99% des cas, essayer de viser le 100% de reliability, c'est une mauvaise target. En vrai, en fait, ça n'existe pas. Il y aura toujours un événement hautement improbable qui fera que vous ne pourrez pas prévoir le cas. Au-delà du fait que ce soit totalement impossible, le truc qui est important de se rendre compte, c'est que plus on va vouloir un service, une infra, peu importe, reliable, plus ça va nous demander des efforts. On parle en nombre de nœuds, donc si j'ai 99 nœuds, on parle de 3 nœuds de dispo par exemple, etc. Donc 4 nœuds, 5 nœuds, 6 nœuds. Et quand je dis ça demande plus d'efforts, ça va demander plus d'efforts financiers, mais ça va demander aussi plus d'efforts en termes d'ingénierie, puisque si vous avez un serveur que vous voulez gérer la tolérance de panne sur un serveur, il va falloir en mettre un deuxième. Du coup, si vous en avez deux, il faut mettre un load balancer. Puis au fur et à mesure que vous allez essayer de rajouter des nœuds, il va falloir que vous rajoutiez de plus en plus d'infrastructures, de plus en plus d'ingénieurs pour les gérer, etc. Donc ça va vous coûter cher, ça va vous coûter en temps, ça va vous coûter en bonhomme. Et en fait, il arrive un point où les utilisateurs, en fait, ils se rendent même plus compte. Parce que aujourd'hui, nous, quand on essaye d'aller sur un site avec notre smartphone, des fois la 4G elle a un problème, des fois le smartphone il bug, le navigateur il plante. Et en fait, il y a un moment où la dispo, en fait, les utilisateurs sont plus capables de dire si c'est leur terminal qui plante, ou leur connexion, ou si c'est votre site. Donc du coup, ça a même plus de valeur pour les utilisateurs, cette disponibilité en plus que vous avez par rapport à vos concurrents. Et du coup, j'embraye sur le point suivant, vous allez être moins compétitif finalement qu'un concurrent qui, lui, va se contenter du strict minimum en termes de disponibilité pour que les utilisateurs considèrent que le système est fiable, et qui va du coup pouvoir utiliser le temps de ses ingénieurs
pour développer des nouvelles fonctionnalités et qui, du coup, vont être vraiment différenciants par rapport à votre produit. Et le dernier point, pour expliciter le fait que l'objectif, c'est pas d'être le plus fiable possible, c'est que parfois, en fait, vouloir être plus fiable, c'est contre-productif. Alors, je vous présente ce petit drame en 4 actes qui m'est vraiment arrivé dans une expérience passée. Il y a une autre anecdote que cite le SRE Book qui est similaire, mais du coup, je préfère vous raconter la mienne puisque je trouve ça plus fun. Quand je suis arrivé donc dans une ancienne boîte, on m'a demandé de sécuriser un cluster RabbitMQ, donc un bus de messages en fait, pour une architecture microservice faiblement couplée. Donc en gros, le message bus était là pour s'assurer que si jamais il y a un microservice qui plante, l'architecture est prévue pour que les messages ils s'empilent en attendant que le service revienne, et du coup on fait pas planter tous les microservices en cascade. Donc au début, le serveur il n'était pas du tout sécurisé, c'était vraiment un service à risque. Donc moi je suis arrivé, je me suis fait plaisir, j'ai mis un cluster, des queues hautement disponibles, j'ai mis la totale, du monitoring super performant, je me suis fait vraiment plaisir. Et en fait, l'appli RabbitMQ était devenue tellement résiliente que, au bout d'un moment, il y a des mauvaises pratiques qui ont commencé à se mettre en place au sein des équipes de développement. Ils partaient du principe que, en fait, le serveur RabbitMQ ne pourrait pas être down autrement que pour une courte période, par exemple le temps de reboot un serveur et que ça bascule sur le nœud d'à côté. Et sauf qu'un jour, alors c'était pas en prod heureusement, c'était en dev, mais un jour il y a une mise à jour qui s'est mal passée sur le cluster de développement, et le cluster RabbitMQ était down pendant plus d'une heure. Donc pendant plus d'une heure, il y avait plus personne côté équipe de développement qui pouvait travailler, puisque leurs applis n'étaient pas prévues pour gérer le cas où le cluster RabbitMQ était down pendant une longue période de durée, et on avait même des plantages en chaîne d'applications qui plantaient les unes après les autres parce que le RabbitMQ n'était pas disponible. Et donc du coup, Google a une anecdote similaire avec une base clé-valeur, donc Chubby, vous pourrez aller lire, c'est assez intéressant. Et en fait, Chubby était tellement disponible que Google a eu le même problème que nous, ou plutôt on a eu le même problème que Google. Et ils en sont arrivés au point où en fait, pour éviter que les gens partent du principe que Chubby ne pourrait pas tomber en panne, ils l'éteignent volontairement, donc ils provoquent des interruptions volontaires du service tous les mois. Et du coup, ça vous trotte un peu dans la tête le petit schéma que j'ai mis au début, le petit mème de Simpson Against DevOps. Voilà. Donc du coup, point supplémentaire donc dans les principes du SRE, l'astreinte. Donc l'astreinte, il est très probable que si vous travaillez donc dans un contexte SRE, on souhaite que donc les applications soient disponibles avec un certain nombre de nœuds, un nombre quand même raisonnable. Et donc du coup, si vous voulez que l'astreinte ça se passe bien, il va falloir documenter vos services. Quand je parle de documentation, j'ai déjà insisté là-dessus. De quoi je parle? Donc les bonnes pratiques, c'est que tout le monde soit capable de refaire les schémas d'infra. Donc il faut déjà qu'ils existent. Il faut que vous soyez capable de dire telle brique communique avec telle autre brique de telle manière. Et ce, pour toute votre infra, avec des schémas de haut niveau et des schémas de bas niveau. Il faut que tout le monde soit capable de les refaire. Il faut qu'on ait une vision très claire de l'ownership. Par exemple, si jamais j'ai deux services qui communiquent, il faut qu'en astreinte, je sois capable très rapidement de déterminer qui sont les owners de ces services. Parce que si jamais il y a un bug critique, j'ai besoin de savoir qui contacter, j'ai besoin de savoir qui il faut que je contacte pour réparer le problème. Il faut que vous fassiez des runbooks, ce qu'on appelle des runbooks, qui sont en fait des mini-docs avec les commandes vitales pour s'en sortir sur ce service si jamais je le maîtrise pas, puisqu'en tant que SRE, vous allez très probablement être amené à travailler sur des briques que vous maîtrisez pas forcément, puisque les métiers de l'infra sont des métiers pléthoriques, en particulier dans des architectures microservices, donc il faut maîtriser beaucoup de choses, et on peut pas être expert de tout. Et il faut pas hésiter à casser volontairement les choses, ou à minima simuler la casse, puisqu'on a expliqué que les pannes faisaient partie du cycle normal
de vie d'une application ou d'un serveur. Donc faites des scénarios type Wheel of Misfortune, donc c'est la roue de la fortune mais à l'inverse, où on lance une roue avec différents types d'incidents. Il y en a un qui est tiré au hasard et on essaye de se poser la question comment on ferait si jamais quelles sont les étapes qu'on déroulerait si jamais cet incident arrivait. Faites des war rooms. Alors là, les war rooms, c'est plus coûteux. On se met tout un tas d'experts sur tous les périmètres, donc des devs, des admins, des produits, le customer support, etc. Se mettre dans une pièce pendant 3 jours et simule un incident majeur, un incident vraiment grave, genre vous perdez votre site principal et les backups ont du mal à remonter. Un truc vraiment vraiment catastrophique qui pourrait éventuellement provoquer la perte de votre business. Et vous essayez de voir si vous arrivez à résoudre le problème. On peut aussi faire, donc à une échelle un peu plus industrialisée, du chaos engineering. Donc il y a des produits qui permettent de simuler des pannes ou les réaliser pour de vrai et voir si votre application est résiliente. Il y a pas mal de conseils qui sont donnés dans un super article de Doctolib que je conseille à chaque fois, qui s'appelle First Time on Call. C'est une personne qui n'avait jamais fait d'astreinte et qui explique comment, chez Doctolib, ils onboardent les gens qui font de l'astreinte et il est vraiment très bien. Et il y a un autre livre que je conseille aussi qui s'appelle 97 Things Every SRE Should Know, qui est très très bien, qui est une collection de petits textes sur le SRE et qui est vraiment un must et qui parle aussi beaucoup d'astreinte. Donc là, on a vu quand même pas mal de choses. Il y a encore un principe, je crois, que je voulais vous présenter avant le plus gros morceau. C'est le blameless post-mortem. Donc là, on est dans la droite ligne aussi du DevOps avec la culture blameless, la sécurité psychologique. On a besoin, après un incident, d'écrire un post-mortem. Dans ce post-mortem, qu'est-ce qu'on va dire? On va faire une timeline précise des événements. Il faut que ce soit compréhensible et suffisamment détaillé pour que aussi bien des techniciens que des non-techniciens, des décideurs par exemple, soient capables globalement de comprendre de quoi il s'agit, avec les causes, les conséquences, les investigations et les actions qui ont permis amener à la résolution de l'incident. Souvent, on va se contenter d'actions correctives qui vont juste restaurer le service, mais derrière, il y a des actions correctives postérieures qui permettent d'éviter que l'incident se reproduise. Puisque, on l'a rappelé, on veut éviter que les mêmes incidents se reproduisent plusieurs fois pour éviter de faire du toil et surtout avoir une meilleure fiabilité pour nos applis. Et il faut absolument que ce soit blameless pour plusieurs raisons. D'abord pour la sécurité psychologique, j'en parlais. Ensuite, parce que de toute façon, il faut accepter que accept failure as normal, donc que les incidents sont quelque chose de normal dans la vie d'une appli, dans la vie d'un service. Et ne pas oublier aussi que si jamais quelqu'un a foutu en vrac la prod parce qu'il a lancé une commande malheureuse, eh ben c'est pas seulement parce que cette personne-là a fait la faute, c'est aussi et surtout parce qu'on n'a pas mis en place le tooling pour l'empêcher de le faire, ou les procédures pour l'empêcher de le faire. Parce qu'il y aura toujours des gens qui feront des erreurs, tant qu'il y aura des humains. Il y a 2 articles que j'ai mis là en commentaire qui permettent de bien là aussi voir les bonnes pratiques sur les post-mortem. Donc là, je vous ai quand même bien asséné tous les principes du SRE. Il en reste un, et en plus c'est le plus gros. Une question qu'on me pose des fois, c'est me dire oui, mais c'est bien toutes ces bonnes pratiques que tu nous donnes là, mais en fait, en tant qu'admin système, potentiellement, certains d'entre vous travaillent peut-être déjà comme ça. Et c'est vrai. Et en fait, il y a un vrai différenciant avec le SRE par rapport à un admin système qui ferait déjà toutes ces bonnes pratiques. Et en fait, cette vraie différence, c'est ce qui fait vraiment la spécificité du Site Reliability Engineer, c'est que le SRE est pas là pour maximiser la fiabilité. Le SRE, il est là pour maximiser le fait que le client soit content d'utiliser le service. Quand je dis client, il faut vraiment le voir au sens très très large. Je parle pas de client au sens le end user qui va utiliser son app, votre app plutôt. Ça peut très bien être un client, ça c'est la personne qui utilise votre service. Donc si vous êtes responsable d'un service back-end qui est utilisé par des développeurs front-end, votre client, c'est pas le client final, c'est le développeur front-end. Et donc on va essayer de calculer pour déterminer si un service est fiable,
on va essayer de calculer le pourcentage entre les bonnes interactions et les mauvaises interactions et on va viser une cible. Alors, donc ça, c'était grosse maille. Je rentre un peu dans les détails maintenant. Donc, pour chacun de vos services, ce qu'il va falloir commencer par faire, c'est déterminer ce qu'on appelle des critical user journey. C'est on va prendre, allez, 4-5 maximum fonctionnalités de base que votre site doit remplir pour qu'on considère votre site, votre appli, votre service, etc. au sens très large, là encore. Et ces critical user journey, on va essayer d'en tirer des indicateurs de fiabilité, donc ça peut être la disponibilité, ça peut être un pourcentage de requêtes HTTP sous un certain niveau de latence. Et enfin, on va en déduire un objectif. Donc un objectif de SLO, donc de Service Level Objective. Ça va être mon service, mes utilisateurs considèrent qu'il est fiable si jamais 99,9% des requêtes répondent en moins de 30 millisecondes. Donc ça, c'est un SLO. Les SLO, c'est vraiment le différenciant du SRE. Et j'insisterai et j'expliquerai pourquoi un peu plus en détail après. Mais ces SLO, en fait, du coup, il va falloir en mettre plein en place. Et il y a différentes façons de le faire, mais voilà, il faut trouver celle qui est le plus adaptée à votre cas. Et donc, en fait, à partir de ces SLO, on va en déduire ce qu'on appelle des erreurs budget. Les erreurs budget, qu'est-ce que c'est? C'est au lieu de considérer que mon objectif, c'est de viser un site, si on prend un service d'un site web, qui est accessible 99,9% du temps, si je vais renverser le problème, en fait, je vais dire, pour que mon site soit considéré comme fiable, je veux essayer de viser à peu près 99,9% du temps accessible. Donc du coup, ça veut dire que j'ai droit d'avoir mon site inaccessible 0,1% du temps. La différence entre les deux. Et pourquoi c'est intéressant de renverser un petit peu cette logique? Eh bien, c'est que de cette manière, en fait, on est capable d'obtenir une métrique objective qui permet de déterminer si un service est fiable et non fiable pendant une période donnée, de manière à ce que ça n'impacte pas le business. Et du coup, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à avoir un argument imparable pour dire mon mur. En fait, ça permet de résoudre le mur de la confusion. Je voulais pas forcément le dire dans cet ordre-là, mais grosso modo, il n'y a plus de négociation possible entre les SRE, entre les teams produits, entre les teams d'opérationnels. L'erreur budget, s'il est cramé, c'est que votre service il est pas fiable. Vous vous êtes mis d'accord entre vous, et si vous l'avez utilisé, cette erreur budget, ça veut dire que le service n'est pas assez fiable. Et à l'inverse, si vous l'avez pas utilisé, ça veut dire que potentiellement il est trop fiable. Du coup, on en fait quoi? Du coup, je l'ai un petit peu dit, si vous l'avez pas utilisé, ça veut dire que votre service est trop fiable, et donc du coup, vous avez passé trop de temps à améliorer la fiabilité. Donc du coup, si les SLO sont atteints, ça veut dire que les utilisateurs sont contents, et donc du coup, il va falloir prioriser ce qui rapporte de la valeur. Donc prioriser les développements, prioriser tout ce qui va être un petit peu disruptif, donc potentiellement faire toutes les mises à jour de sécurité, faire des tests risqués, du A/B testing un peu cavalier, ou du canary, mais pareil avec une grosse modif. Ça va vous permettre de faire le chaos engineering dont je parlais un peu plus tôt. Ça va vous permettre de faire tout un tas de choses que vous auriez peur de faire et qui vous ralentirait, qui vous freinerait si jamais vous visiez à maximiser la fiabilité. Donc le but du jeu, c'est pas de maximiser la fiabilité, c'est juste de s'assurer qu'on est juste fiable comme il faut pour être le plus véloce possible dans le développement de nouvelles features. Et je l'ai déjà un petit peu dit, si le SLO est pas atteint, c'est pas grave. C'est pas grave, on va prioriser tout ce qui va prioriser tout ce qui va améliorer la fiabilité. Et du coup, maintenant qu'on a un petit peu bouclé et un petit peu fait le tour, je vous invite à repenser donc à cette petite image de Simpson Against DevOps, et je trouve que, quand même, j'espère que je vous ai convaincu en tout cas qu'on n'est vraiment pas loin de la réalité. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, en pratique, comment ça se passe? En tant que SRE, je peux un peu vous donner mon avis. Les cas où ça marche pas déjà. Donc, je l'ai un peu explicité. Donc, les erreurs budget, vous avez bien compris que c'était une réponse organisationnelle, une réponse qui doit être portée par votre organisation, donc,
pour résoudre le problème du mur de la confusion de notre ami Patrice Debois. Donc on va prioriser absolument les nouvelles fonctionnalités si le service est fiable, et il faut absolument que tous les gens qui comptent dans votre entreprise adhèrent à ces principes. Parce que si jamais vous avez une équipe produit qui a plus de poids et qui dit finalement les SLO je m'en fous, je pousse quand même en prod parce que mes utilisateurs attendent telle nouvelle feature, ben ça peut pas marcher, puisque du coup il y aura toujours une bonne raison pour pousser en prod des trucs, et du coup vous n'aurez jamais le temps de fiabiliser. Et à l'inverse, si vous travaillez trop sur la fiabilité, vous allez empêcher les développeurs de pousser des nouvelles fonctionnalités, et donc vos concurrents vont passer devant vous, puisque ils auront plus de fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on attend d'un SRE? Alors ça, c'est intéressant parce que ça va être mon ressenti sur qu'est-ce que c'est que le job, en fait. Parce que depuis tout à l'heure, donc j'ai donné des grands principes, mais qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Et entre guillemets, un petit peu étonnamment, puisque on part quand même d'un job qui a été pensé par un ingénieur logiciel et réalisé par des ingénieurs logiciels. Pour moi, le rôle d'un SRE, c'est avant tout de déployer et de maintenir de l'infrastructure. C'est un job d'infrastructure. Peu importe que vous soyez software engineer pour le faire, c'est quand même un job d'infra, en premier lieu. Par contre, c'est pas un job d'infra classique, au sens sysadmin qui fait juste ses déploiements dans un coin à partir d'un doc qu'il a écrit il y a 2 ans et qui est plus à jour. Il va pas falloir avoir peur de développer du tooling, développer pour réduire le toil, développer des outils de back-end, il va falloir développer beaucoup en fait. Il y aura quand même une vraie composante de développement. On va attendre d'un SRE qui diffuse les bonnes pratiques. Donc on est un peu dans la même mouvance que le DevOps. Donc du coup, il va falloir casser les silos. Et pour ça, il va falloir des personnes qui vont être capables d'aller discuter avec les développeurs pour les aider sur les problématiques où on est plus à l'aise côté infra, telles que le monitoring et l'observabilité, les aider à définir les fameuses SLI, SLO, erreur budget, être d'astreinte et écrire des post-mortem. Toutes ces choses-là, en fait, c'est pas juste moi qui le dis, hein. C'est aussi une boîte de recrutement qui s'appelle Spike, qui en 2021 avait analysé plusieurs postes de SRE parmi une trentaine de grosses boîtes, et qui en avait tiré donc ces 4 bullet points en tout premier. Donc ça, c'est les choses qu'on est quasiment obligé de faire quand on fait du SRE. Alors là, c'est la slide la plus personnelle et la plus opinionated, comme on dit en anglais, la plus biaisée donc et subjective. C'est quelle personnalité moi je pense qu'il faut pour être SRE. D'abord, il faut avoir envie de faire un taf d'infra. Je l'ai déjà dit, je le répète. Si vous venez du monde du développement, vous pouvez tout à fait devenir SRE, il n'y a aucun problème. On a plein d'exemples de gens qui sont passés de développeurs à SRE. Mais par contre, faut pas avoir peur de faire de l'infra, parce que vous ferez de l'infra en fait. Et inversement, si vous avez plus un background d'ops et que vous vous dites j'aimerais bien faire du SRE, il va falloir apprendre à faire du code en fait, parce que ça va pas juste être un job d'administrateur système auquel on a rajouté le label SRE pour être à la mode. Il faut détester les tâches répétitives, mais je suis convaincu que la plupart d'entre vous détestent ça. Et il faut être tenace tout en sachant rester réaliste. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi je mets cette petite contradiction volontairement? Quand je dis il faut être tenace, c'est quand vous allez avoir un incident, il va pas falloir se contenter, comme j'ai pu le voir par le passé, parfois malheureusement, de juste redémarrer le serveur web ou mettre un cron qui va redémarrer le serveur web. Faut quand même essayer de creuser et d'essayer de comprendre pourquoi le problème arrive, parce qu'en fait, potentiellement, en faisant juste ce démarrage du serveur web, vous allez rater une cause qui est plus grave et qui potentiellement va provoquer un incident bien plus dramatique dans les jours qui viennent. Et le tout en sachant réaliste, c'est je mets quand même un gros bémol, parce que il faut pas oublier qu'on est là pas pour maximiser la performance et la fiabilité, on est là pour apporter le plus de valeur possible au client. Et plus de valeur possible au client, ça veut dire pas faire de l'over-engineering et essayer de résoudre
essayer de résoudre absolument un problème qui finalement est résolu par un simple cron qui redémarre un serveur web, même si c'est parfois un peu crado, pour parler poliment, ben parfois c'est la bonne solution. Donc voilà, c'est un peu mi-figue, mi-raisin cette réponse, mais, mais c'est important. Et le point le plus important, j'ai pas envie de tomber dans le cliché du sysadmin désagréable, comme on peut le voir dans les séries, avec son hoodie et sa barbe imposante dans son garage. Mais c'est vrai que j'ai eu des collègues qui aimaient pas forcément communiquer avec les développeurs, qui avaient pas forcément les bons mots. Moi, je considère que on peut pas être SRE sans ça, sans cette capacité à faire preuve d'empathie, à essayer de se mettre à la place de l'autre, à aimer transmettre, à aimer communiquer. Et en fait, c'est pas du tout efficace de dire aux développeurs ce que vous faites, c'est des mauvaises choses. Il faut vraiment être capable de les convaincre et de leur expliquer pourquoi et d'essayer de trouver ensemble des solutions. Je vois l'heure qui avance, heureusement on a bientôt fini. Quelles compétences pour un SRE? Cette slide elle est très intéressante, je pense. On m'a souvent demandé, justement en venant d'un cursus plus Ops, mais ça vaut aussi pour l'inverse des gens qui ont plus fait du dev. Quelles sont les compétences minimales pour devenir DevOps ou SRE? Peu importe, là c'est la DevOps Roadmap, mais ça s'applique aussi au SRE. Il y en a une autre qui s'appelle Roadmap to DevOps de roadmap.sh, qui est très très riche et pléthorique, qui peut faire peur. Grosso modo, moi ce que je retiens, c'est qu'il faut connaître les bases de Linux et les bases du réseau. Vous travaillerez très probablement dans des architectures qui sont très interconnectées, notamment dans des cas où c'est des architectures microservices, mais même sur des monolithes, il va y avoir plein de problématiques réseau. Il faut que vous connaissiez toutes les couches et que vous sachiez comment ça marche. Il va falloir absolument connaître un langage de programmation, Python, Go, c'est les plus connus dans le monde du DevOps et du SRE, et maîtriser Git, puisque de toute façon vous ferez probablement que ça en termes de gestionnaire de version. Très probablement aussi que vous serez obligé, au moins en partie, de connaître un cloud provider. Pas besoin de bosser tous les cloud providers. Si vous en connaissez un, vous aurez déjà une bonne vision de comment ça fonctionne et quels sont les prérequis et les limitations d'un cloud provider. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui sont importantes. Vous aurez très probablement besoin d'un outil d'automatisation et de faire de l'infrastructure as code. Donc typiquement, on va souvent penser à Terraform, qui est un outil d'automatisation d'infrastructure as code, mais ça peut très bien être du Ansible. Un outil de monitoring. Aujourd'hui, je l'ai dit, donc le SRE, un de ses piliers, c'est l'observabilité, donc nécessairement ça passe par du monitoring. Et quelques outils cloud native, alors je mets ça entre guillemets. Souvent, on va parler de Docker, de Kubernetes. Vous allez avoir du mal à passer outre si jamais vous voulez faire du SRE. Et je vous ai mis plein de petits articles sur des gens qui parlent de ça, justement, de devenir SRE ou DevOps. Et voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé, une fois de plus. J'adore parler de ça. Donc, ma conclusion. Donc, je rappelle que c'est donc un métier qui est inventé par Google, qui est très proche de la philosophie DevOps, qui l'a précédé, mais les deux se complètent, on va dire. C'est applicable pas seulement chez Google, mais il faut absolument que le top management s'implique, et aussi les directions produits et métiers et ops. Et ça, c'est plus un message à destination de mes amis recruteurs. S'il vous plaît, explicitez ce que vous attendez d'un rôle de SRE pour qu'on évite de se retrouver avec des quiproquos où en entretien, on se retrouve à pas matcher du tout, alors que sur le papier, on aurait pensé que oui. Explicitez ce que vous attendez.